Bonjour les amis, il y a peu de temps j'ai fait une émission où je vous parlais de Valérie Bigot et vous avez été nombreux à dire mais c'est juste extraordinaire ce que cette femme dit. Et donc pour essayer de comprendre un petit peu cette crise qui nous entoure, beaucoup de gens évidemment qui n'avaient pas l'habitude des arcanes de ce qui se passe dans le monde, le plus simple ça a été de l'inviter. Bonjour Valérie. Bonjour Silvano, merci de m'avoir invité. Mais tout le plaisir est pour nous. Donc Valérie, présentez-vous un petit peu. Alors, ça va être relativement simple, hein. Je suis docteur en droit. J'ai soutenu ma thèse en 2005 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est une thèse qui a duré 10 ans et qui était axée sur l'entreprise. Alors, le titre n'est pas évocateur, mais à l'intérieur de cette thèse, je fais une théorie juridique de l'entreprise. Tous mes travaux ont commencé là-dessus. Ensuite, j'ai exercé un temps en fiscalité internationale et en particulier dans les prix de transfert, ce qui m'a permis d'étendre le champ de mes investigations au niveau international, puisque j'avais déjà quelques idées assez claires sur ce qui se passait en interne en France, également peu à peu au niveau européen. Et en fait, j'ai compris que si vous voulez, ça a été le début de toutes mes réflexions parce que j'ai compris que l'économie mondiale était tenue par quelques personnes. Voilà. Le système économique mondial a été organisé et il est orienté, il est contrôlé par quelques groupes, mais derrière ces groupes qui sont toujours des groupes de type capitalistique, derrière ces groupes, il y a toujours quelques personnes. Voilà. Alors, il faut comprendre que tout ça a une longue histoire, que tout part du contrôle des monnaies. Voilà. Parce qu'à partir du moment où vous avez des personnes privées qui peuvent contrôler une monnaie, eh bien, ces personnes décident d'affecter les ressources monétaires à telle ou telle branche d'activité, à telle ou telle entité, à telle ou telle personne ou personnalité juridique ou physique. Et à partir de là, tout devient possible. C'est-à-dire que, comme l'avait très bien expliqué l'un des Rothschild, le premier de la série, c'est qu'à partir du moment où vous tenez la monnaie, vous tenez la politique. Puisque avec la monnaie, vous pouvez solliciter, si vous voulez, des décisions en votre faveur. Vous pouvez créer des entités qui vous serviront et qui, en l'occurrence, ils ont créé des entités de plus en plus anonymes. Ils ont créé tout une échelle, une organisation stratifiée de personnalités juridiques qui crée de facto un anonymat. Ça a été la première strate de l'anonymat. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, l'anonymat, il est devenu institutionnel et il a pris la forme essentiellement, depuis la disparition des comptes numérotés, il a pris la forme des trusts anonymes et de l'organisation juridique, comment dirais-je, structurée des paradis fiscaux à la mode anglo-saxonne. Voilà. Alors, il y a une histoire derrière. Moi, je ne sais pas si on va pouvoir tout évoquer, mais les choses ne se sont pas faites en un jour. Le contrôle de tout ce système reste ancré à la City de Londres, voilà, qui est le modèle sur lequel les paradis fiscaux se sont développés. Et vous savez que l'Empire américain ayant pris la suite de l'Empire britannique, aujourd'hui, un des paradis fiscaux les plus importants, c'est le Delaware aux États-Unis. Mais ce n'est pas le seul, bien entendu. Tout à fait. Tout ça, c'était résumé dans votre premier livre qui s'appelle Du nouvel esprit des lois et de la monnaie. Non, non, non. En fait, ça a été le résultat de toutes mes recherches et j'ai commencé à publier des articles à partir de février, je crois, 2016, dans le Secteur francophone. Et c'est dans ces articles-là que je détaille tout le système économique, la façon dont ce système est politiquement contrôlé. Je donne les explications plutôt dans le livre qui s'appelle Les raisons cachées du désordre mondial. Ce n'est pas le premier livre historiquement, mais en fait, c'est le résultat de tous mes travaux antérieurs. D'accord. Ce livre-là, c'est une collection d'articles que j'ai commencé à écrire à partir de 2016.
Et mon livre sur le nouvel esprit des lois et de la monnaie est paru en 2017, je crois. Oui, 2017, juin 2017. Donc, il est postérieur. Et le livre, le premier, donc historiquement, donc le nouvel esprit des lois et de la monnaie, en fait, il a eu lieu pourquoi? Parce que j'ai rencontré un banquier international avec lequel j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges très fructueux. Et en particulier, j'ai compris qu'il s'était passé avec la monnaie. À l'époque, moi, je travaillais sur l'entreprise, donc la monnaie, je ne connaissais pas bien. Et j'ai compris qu'il s'était passé avec la monnaie ce qui s'était passé avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle a été subvertie et détournée au profit d'intérêts privés. Et donc, ayant compris ça et ayant tout mon acquis de travail sur l'entreprise, en fait, ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Et donc, j'ai entrepris avec ce banquier international qui s'appelait Jean-Rémy, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, on a entrepris de faire une théorie juridique de la monnaie pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une vraie monnaie. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un concept monétaire sain, nous sommes dans un concept monétaire subverti qui s'est transformé en signe économique, qui s'est transformé en marchandise dans le commerce, qui s'est transformé. Aujourd'hui, les monnaies, elles sont sur un marché des monnaies, marché des devises, et ça, c'est profondément antinomique avec le sens profond de la monnaie, voilà. Avec le sens initial de ce qu'était une monnaie. En fait, vous dites quelque chose de très fort dans votre livre Les raisons cachées du désordre mondial. Vous dites que les États sont majoritairement devenus des coquilles vides, dénuées de toute légitimité politique, d'autonomie et de souveraineté. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que peu à peu, leur autonomie a été grignotée. Donc déjà, avec ce contrôle privé des monnaies, puisque une partie essentielle, disons que les moyens d'organiser et de gérer leur souveraineté étaient passés dans des mains privées, donc avaient disparu. Ça a été la première étape. Deuxième étape, c'est que les personnes qui géraient les monnaies ont donc pu finalement organiser le système politique qui leur convenait. Et là, on revient toujours sur le modèle britannique avec le parlementarisme représentatif, qui est tout sauf un modèle démocratique, comme je l'ai expliqué dans un de mes articles. Donc, à partir de là, il devient facile de contrôler la loi, l'édiction des lois. Et dans nos contrées, c'est passé par l'organisation des partis politiques et du vote prétendument démocratique. En fait, ce vote n'est pas démocratique pour maintes et maintes raisons, et en particulier pour la raison des partis politiques, de l'existence des partis politiques. C'est-à-dire que les gens qui vont participer à ces partis sont cooptés en interne et ils sont proposés au vote populaire. Donc la population ne fait qu'entériner un choix qui lui échappe définitivement. Et d'autre part, ces gens-là, comme ils doivent leur évolution à leur parti politique, ils ne rendent des comptes qu'aux partis et non pas aux gens qui valident en fin de parcours leur élection. Donc la réalité, c'est que les membres des partis politiques sont redevables de ceux qui financent les partis politiques. Donc c'est une vaste organisation de corruption et d'escroquerie politique, en fait. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent allez voter, ça sert à rien parce que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et puis, de toute façon, oui, parce que les partis, quoi qu'il arrive, sont dépendants de ceux qui les financent, donc sont dépendants du système, des gens qui tiennent le système économique. C'est ça qu'il faut comprendre, qui organisent effectivement des oppositions, mais qui sont des oppositions qui restent dans leurs mains à eux. Donc, ce sont des oppositions, si vous voulez, d'apparence sur des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes essentiels, évidemment, puisque eux, ils protègent par le biais des partis, par le biais de l'anonymat politique que les partis leur procurent, ils protègent leur précaré, le contrôle politique qu'ils ont et qui est effectif sur le système d'organisation de l'État. Et puis d'autre part, une fois que que vous tenez le système politique, il devient facile d'organiser les lois à votre convenance, etc. Et c'est comme ça qu'on a vu le développement de toutes les règles qui favorisaient, si vous voulez, l'anonymat d'une façon ou d'une autre, non seulement politique, mais au niveau économique, et qui a pu accroître leur emprise sur l'organisation économique, d'une part interne aux États, dans un premier temps, ensuite international, et ça, là, on arrive au XXe siècle, hein, pour maintenant avoir des velléités de
de créer un gouvernement mondial. Mais qu'est-ce que ça va leur apporter en plus d'avoir ce gouvernement mondial? Une chose est d'avoir un pouvoir officieux et une deuxième chose est de montrer au grand jour un pouvoir officiel. Il y a toujours un écart, si vous voulez, de marge de manœuvre en plus quand officiellement vous tenez les rênes et vous avez le contrôle officiel. Déjà, ça, c'est dans le schéma, comment dirais-je, d'organisation du contrôle effectif, il est plus confortable d'avoir un pouvoir officiel qu'un pouvoir officieux. Parce que vous n'avez plus de compte à rendre à personne, vous pouvez agir au grand jour, donner les ordres sans avoir à vous justifier, etc., etc. Alors que quand vous êtes dans un type de pouvoir officieux, effectivement, vous pouvez avoir un pouvoir totalitaire, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'ils n'ont plus de contre-pouvoir, mais vous êtes quand même toujours en arrière-plan. Donc, et puis, il y a aussi une autre raison, et cette raison-là, elle est difficile à comprendre, et je dirais que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. C'est que les gens qui sont derrière ce système économique, donc qui tiennent les rênes du système économique, sont mus par une volonté messianique de faire advenir leur Messie. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui me semble totalement artificiel, évidemment. Et puis, quand on a un esprit cartésien, même si on peut avoir des croyances, de là à croire, à pouvoir croire, interagir avec avec Dieu, pour moi, ça a été difficile. Je dois dire que j'ai mis beaucoup de temps à admettre cette réalité-là. Mais maintenant que je prends en compte ce paramètre-là, le fait que ce sont des messianistes, effectivement, tout un tas de choses qui restaient inexpliquées trouvent une explication. C'est la raison pour laquelle ils organisent le chaos. Ils appellent ça le chaos constructif. En fait, ils détruisent le système antérieur pour créer quelque chose de plus grand, de plus ouvert, dans leurs intérêts à eux, bien entendu. Hein. C'est le chaos constructif. On détruit pour construire vers quelque chose vers le but auquel ils veulent nous amener. Alors que si vous voulez, quand on est dans une démarche logique ou une pure démarche de contrôle et de pouvoir, on n'a pas forcément cette volonté de destruction. Alors que là, de façon manifeste, il y a en arrière-plan une volonté de destruction pour arriver à ce que eux estiment être le paradis sur Terre, en fait. Mais quand vous dites un esprit messianique, c'est vraiment dans le sens religieux du terme? C'est-à-dire pas dans le sens religieux, au sens où moi je l'entends, si vous voulez. C'est une conception religieuse particulière. Ça relève des travaux de la Kabbale. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la matière, mais il y a des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus et qui sont quand même extrêmement convaincants, je dois dire, voilà, qui peuvent aller plus loin dans cette direction-là. Moi, je ne vais pas trop me hasarder parce que je ne maîtrise pas vraiment ces sujets. Mais il faut comprendre que c'est quand même l'arrière-fond, c'est-à-dire que vous avez des mouvements politiques et géopolitiques qui sont initiés par des gens qui ont pris le contrôle effectif du pouvoir économique global. Et ces gens-là sont mus par une volonté, par une idée messianique. Je vais me faire l'avocat du diable, hein, mais pour un petit peu tous les auditeurs. Comment quelqu'un qui est, par exemple, je ne sais pas moi, le roi de l'Arabie Saoudite, qui est assez islamique, va pouvoir aller de pair entre quelqu'un qui est catholique intégriste et comment un Chinois qui est à peu près athée, comment tout ça, ça va se coordonner? Oui, bien sûr. Alors, il faut pas se laisser impressionner. Et je dois dire que ça a été aussi un fil conducteur de tous mes travaux. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'arrêter aux apparences. Quand vous voyez une image, vous n'êtes pas sûr que cette image correspond à la réalité. Pour ce qui est de la religion catholique, je peux vous dire qu'elle a été bon, déjà à la Révolution, elle a été quand même bien mise à mal, et puis après, elle a survécu tant bien que mal, mais elle a été totalement subvertie de l'intérieur et elle a été anéantie finalement par le phénomène politique qu'elle représentait au sens où elle gérait le domaine spirituel. Elle a cessé cette fonction en 1929 au moment des accords du Latran.
Donc, si vous voulez, le catholicisme et le catholicisme intégriste auquel vous faites référence, en fait, n'existe pas. Il a été, depuis 1929, le Vatican est au service, est une succursale de la City de Londres. C'est-à-dire que c'est devenu un gestionnaire de patrimoine. Il est devenu un gestionnaire d'actifs, gestionnaire de biens qui travaille main dans la main avec effectivement les banquiers, que je vais appeler les banquiers globaux, sont des banquiers commerçants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exclusivement banquiers au sens propre du signe monétaire, mais ils sont commerçants du signe monétaire. Voilà. Et oui, oui, vous parlez souvent du Vatican, hein. Il joue un rôle assez capital. Je n'en parle pas souvent, mais il faut comprendre que en 1929, vous avez les accords du Latran. En 1930, vous avez la BRI. Et la BRI, ça a été la première subversion du concept étatique, puisqu'on a accordé toutes les caractéristiques d'un État, finalement, à ce qui était une banque. Voilà, la BRI, c'est un État profondément bancaire. C'est une banque, mais toutes les facilités au niveau international et diplomatique d'un État. Voilà. Personne n'a le droit d'entrer dans la BRI. La BRI est située à Bâle, mais les pouvoirs publics suisses n'ont rien à y faire. Donc, ils n'ont pas le droit de franchir les locaux qui sont des locaux diplomatiques. Et si vous voulez, quand vous faites un peu un tour d'ensemble, vous vous rendez compte que la BRI, elle a à peu près les mêmes qualités juridiques que ce qui est devenu le Vatican. Donc, on se rend compte qu'en fait, ce sont des subversions d'État. Ce sont alors que le Vatican, enfin Rome au sens traditionnel du terme, c'était bien autre chose qu'un bout de terrain avec des capacités diplomatiques officialisées et formatées de la façon dont elles le sont aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on a assisté à une mutation du concept d'État, qui est en réalité une subversion du concept étatique au sens politique que ce terme revêtait. La BRI, c'est la Banque des règlements internationaux. La BRI, c'est la Banque des règlements internationaux. Et alors, qui l'a créée? Comment ça se fait que… Alors, la BRI, oui, c'est très intéressant. La BRI, son histoire est tout à fait fascinante. Je l'ai détaillée dans des articles que j'ai écrits. Elle a été créée sur l'initiative de Montagu, qui était le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, avec, en fait, sur l'initiative de Hjalmar Schacht et de Montagu. Alors, Hjalmar Schacht, c'est un personnage que certains adulent, mais à mauvais escient, puisque c'est vraiment comment dirais-je, je pourrais le qualifier du messager du diable. C'est un homme qui effectivement avait des idées monétaires qui peuvent paraître intrigantes parce qu'elles reprenaient partiellement le vrai sens de la monnaie, sauf qu'il a mis ce concept encore plus au service du privé. Donc, sans Hjalmar Schacht, alors déjà, il faut savoir qu'il avait la double nationalité allemande et américaine. Donc c'est lui qui avait été le lien, le pivot entre, si vous voulez, toute la finance anglo-saxonne et la finance continentale, et en particulier, évidemment, la finance allemande. Sans Hjalmar Schacht, la BRI n'aurait pas existé et la Seconde Guerre mondiale non plus. Parce que la BRI a été un des pivots, un des éléments centraux du financement de l'effort de guerre nazi, bien au-delà de ce que les entreprises américaines finançaient par ailleurs directement. Sans la BRI, qui a été l'organisation d'un circuit anonyme, justement, parallèle, il n'y aurait pas eu de suprématie nazie sur l'Europe et sur le monde. Voilà. Il n'y aurait pas eu de guerre, en fait, tout simplement. La BRI a été un élément tout à fait fondamental de la Seconde Guerre mondiale. Et dans beaucoup de choses que vous dites, il y a énormément de choses qui débutent en 1929 ou en 1930. La BRI a été créée en 1930. J'ai l'impression qu'une crise comme 1929 qui a provoqué le chaos économique et sont à l'origine de beaucoup de créations malfaisantes. En fait, il faut toujours se remettre dans une perspective historique. C'est-à-dire que quand vous voyez apparaître quelque chose à un moment donné, dites-vous bien que ce n'est pas le début, mais c'est la fin d'un processus antérieur.
1929-1930 n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu 1913, qui a été l'emprise directe de la finance internationale sur le gouvernement américain, hein, au moment de la création de la Fed. Et ça n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu cette finance anglo-saxonne qui siégeait à la City et qui a été qui a été la tête directrice de l'Empire britannique. L'Empire américain n'aurait pas existé sans l'Empire britannique. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un… Comment dirais-je ? Tout se tient, c'est un système intégré, si je puis dire, qui évolue par étapes. Et par étapes destructrices. On en revient à ce que je disais avant. Chaque étape nécessite la destruction de l'étape antérieure. Pour franchir le Rubicon, si vous voulez, pour aller plus loin, ça nécessite de détruire ce qui a été élaboré antérieurement. Donc, on peut faire le parallèle avec le développement des États, qui ont été d'abord des cités-États. Les cités ont été détruites au profit des États, les États ont été détruits au profit des empires, les empires se sont succédés, donc les empires antérieurs ont été détruits au profit d'empires, mais toujours vous avez ce fil conducteur de la finance globale et qui est apatride depuis le début en fait, hein, puisque ce sont des gens qui ont noué des liens, si vous voulez, de par leur activité de banquier-changeur au départ, et qui ont continué à travailler en vase clos, enfin entre eux, si vous voulez. Ils étaient géolocalisés à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, mais n'empêche qu'ils ont toujours eu à cœur leurs propres intérêts, qui étaient des intérêts nomades. Hein. Donc, il faut comprendre ça, c'est très important parce que c'est aussi ce que nous vivons actuellement, c'est aussi une confrontation directe entre le nomadisme et le sédentarisme, la sédentarité. Et oui, et oui. Mais comment vous analysez maintenant les crypto-monnaies qui arrivent de partout et on parle beaucoup de plus en Oui, plus? alors là, c'est pareil, c'est toujours, enfin, moi, ce qui guide, ce qui a toujours guidé mes pas, et en fait, j'ai été amenée à ça par la réalité des faits, c'est que il ne faut pas s'arrêter à l'apparence. Les crypto-monnaies sont apparues au lendemain de la crise de 2008. D'accord ? C'est apparu de façon anonyme. Alors déjà, ça, pour moi qui ai beaucoup travaillé sur l'anonymat, sur le développement des processus anonymes, je peux vous dire que déjà, c'est des lanternes rouges qui s'allument. Ensuite, vous avez tout un tas d'institutions établies, donc privées et publiques, qui se mettent à faire l'apologie de ces monnaies-là. Et ensuite, vous avez effectivement des personnes privées, des groupes qui se disent indépendants des États, etc., qui ont commencé à s'intéresser au sujet pour dire mais on peut aussi l'utiliser pour développer un système monétaire parallèle. Alors, il faut faire la part des choses. Peut-être que certaines personnes sont bien intentionnées, encore que quand on parle de monnaie, il faut savoir que derrière le pouvoir de contrôle d'une monnaie, il y a toujours un pouvoir, la notion de pouvoir et de politique. Donc il faut garder en arrière-plan que le signe monétaire est quelque chose de tout à fait essentiel dans l'organisation et dans le contrôle que vous pouvez avoir sur des gens, sur un territoire, etc. Donc, quand vous savez d'où est parti ce concept, en plus, il y a eu quand même plus que des rumeurs qui faisaient intervenir la DARPA. Enfin, la crypto-monnaie, c'est quelque chose de complexe qui n'a pas pu naître du cerveau génial d'une seule personne parce que c'est la réunion, si vous voulez, de plein de choses qui ont été développées de façon, en amont, et qui ont pu donner naissance à ce qu'on appelle maintenant la monnaie sous forme de crypto-monnaie. Voilà. Alors, bon, moi, je ne suis pas spécialiste des crypto-monnaies au sens technique du terme, bien entendu. Moi, je suis une observatrice du signe monétaire et en tant que juriste, j'observe que les causes et les effets, si vous voulez. Donc, après, vous avez, avec la problématique de contrôle centralisé des monnaies, tout le monde s'est mis à dire la crypto-monnaie, ça va être un contrôle décentralisé, etc. Or, ce n'est pas
aussi évident que ça. Il y a quand même des façons de contrôler. Et je dirais que le problème essentiel des crypto-monnaies, c'est le fait qu'elles sont conçues dès le départ comme des marchandises. Et ça, c'est tout à fait, ça rend improbable le fait qu'une crypto-monnaie puisse rendre à terme le même service qu'une monnaie viable. Voilà. Parce qu'une monnaie qui est sur un marché est contrôlable, quoi qu'il arrive. Pas forcément au niveau de son émission, mais au niveau de sa circulation. Et puis, quant à l'émission, il y a quand même des contraintes énergétiques, etc. Il y a plein de choses derrière. Et puis aussi, évidemment, sans parler des problématiques de hacking. Enfin, les plateformes ont été déjà historiquement, puisque maintenant on a quand même presque 10 ans de recul, on a 10 ans de recul, ce n'est pas rare de voir des plateformes de crypto-monnaies qui sont hackées, qui ont été hackées. Donc, si vous voulez, je dirais que pour ce qui est des monnaies, le problème essentiel n'est pas tellement, si vous voulez, leur circulation matérialisée ou dématérialisée. Là, c'est une erreur de croire ça. Le problème, c'est sur le concept monétaire lui-même. Est-ce que le concept monétaire doit être une marchandise, enfin considéré comme un bien sur le marché, ou est-ce que le concept monétaire est un bien public qui n'a pas à être, comment dirais-je, à faire l'objet d'éventuelles spéculations? Et évidemment, la monnaie n'a pas été conçue initialement comme une marchandise susceptible de transiter sur des marchés. Voilà. Donc, il y a eu une subversion du système monétaire, du signe monétaire, et ça, je l'explique très bien dans mon livre qui s'appelle « Le nouvel esprit des lois et de la monnaie ». Et on voit, à travers vos propos, qu'en ce moment, la mise en place de ce gouvernement mondial va se faire petit à petit. On voit déjà Henry Kissinger qui vient dire pour répondre à cette pandémie, les États seuls ne peuvent pas résoudre ce problème, il faudrait la mise en place, alors il ne dit pas gouvernement mondial, bien sûr, il utilise d'autres termes, mais d'autres reprennent un petit peu ce qui se dit, comme pour commencer à influencer dans la tête des gens, à leur dire, voilà, c'est une pandémie si gigantesque qui nécessite tant d'efforts que vous avez l'impression qu'ils sortent déjà à découvert? Alors, je voudrais quand même remettre un peu les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que, si vous voulez, les ferments du gouvernement mondial sont là et sont là depuis longtemps. La première racine et la plus importante, ça a été la création des banques centrales, puisque ça a été une façon de centraliser le contrôle des monnaies, d'une part sur les États, et ensuite, on a vu de façon plus large. Donc, à partir du moment où, au XXe siècle, vous avez eu des institutions, en particulier financières, donc je pense évidemment à la BRI, mais pas seulement, je pense aussi évidemment aux accords de Bretton Woods et au FMI, à la Banque mondiale. À partir du moment où vous avez cette organisation centralisée de la gestion des monnaies, vous avez déjà, en quelque sorte, le gouvernement mondial, puisque vous avez délégué à des personnes dont vous ignorez tout, le fait que ces gens-là contrôlent l'affectation des ressources monétaires, du signe monétaire, et donc vont orienter vont orienter la façon dont les économies vont pouvoir interagir les unes avec les autres, vont pouvoir sectoriser les économies en fonction des intérêts bien compris de ceux qui tirent les ficelles, etc. C'est comme ça qu'on a le monde économique a été mis en coupe réglée et que certaines régions ont été affectées à certaines activités et d'autres régions à d'autres activités. Donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement mondial, quelque part, il existe déjà. Après, tout le sujet, c'est leur sujet à eux et le nôtre aussi, à l'opposé, c'est pour eux de nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'issue possible autre que la création effective d'un gouvernement mondial, parce qu'il y a tellement de choses à régler que tout doit être fait de façon centrale et pour que les choses se passent bien. Donc effectivement, si vous voulez, l'idée de pandémie remplit bien ce rôle. Mais si ça avait été ça, on pourrait imaginer autre chose. Je veux dire que le mouvement est lancé et que le sujet pour eux, c'est de nous faire comprendre que ce mouvement est inéluctable et qu'il doit aboutir il doit avoir un point d'aboutissement qui sera formalisé. Donc, notre sujet à nous, c'est de prendre conscience justement que ça, c'est leur volonté à eux qui s'impose. Ce n'est pas une volonté
ça ne relève pas d'un ordre naturel, mais d'une organisation artificielle du monde. Voilà. Et effectivement, à partir du moment où vous organisez une économie mondiale, telle qu'ils l'ont faite, une monnaie mondiale s'impose. Et c'est la raison pour laquelle ils ont développé tous ces systèmes de libre-échange intégral, pour ne pas dire intégriste, d'organisation du monde sectorisé par secteur géographique et par activité particulière, pour générer la nécessité ultime d'une monnaie mondiale qu'ils contrôleront aussi. Donc, il faut comprendre que en fait, tout est lié. Ils ont organisé un contexte artificiel dans lequel le premier pas entraîne le second, le troisième, le quatrième. Donc, ils peuvent faire passer ça, si vous voulez, pour naturel, mais c'est artificiel dans la mesure où ça a été organisé par l'homme. Et ça a été organisé par quelques hommes. Ça n'a pas été organisé dans le sens politique du terme, ça a été organisé dans le sens d'intérêt particulier. Quand je parle de politique, je le détermine bien dans mes ouvrages, la politique, c'est en fait l'intérêt commun au sens plus petit dénominateur commun, au sens possibilité de générer une vie en commun, une vie collective, la plus sereine possible. Ça, c'est la raison d'être profonde de l'activité politique. Et là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est dans le cadre d'intérêts privés, d'intérêts particuliers qui s'imposent au plus grand nombre, non pas dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre, mais dans le sens de l'intérêt de ceux qui imposent les règles et qui restent anonymes. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est justement cet écart entre l'apparence et la réalité. Puisque l'apparence a été conservée, l'apparence d'États qui n'en sont plus, l'apparence de nécessité d'une monnaie mondiale, alors qu'en fait, elle est sous-tendue, cette prétendue nécessité, par toute une organisation artificielle antérieure de l'économie. Donc, si vous voulez, je dirais qu'il ne faut pas donner à cette histoire de pandémie une place disproportionnée par rapport à celle qu'elle a réellement. Dans l'ordre dans lequel les choses ont été organisées, si vous voulez, ça s'inscrit dans ces objectifs-là. Mais on ne peut pas dire que ce soit ça qui soit déterminant du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, il est prédéterminé par tout ce que je vous ai expliqué, par la création artificielle d'une économie mondiale, la création artificielle qui va suivre d'une monnaie mondiale, et ce qui est à mon avis beaucoup plus important actuellement à suivre, c'est justement l'évolution de cette future monnaie mondiale. Et la pandémie, ça peut presque paraître comme un dérivatif, si vous voulez, qui focalise l'attention des gens de façon à pouvoir faire tranquillement, à ce qu'eux agissent tranquillement sur l'essentiel qui est actuellement finalement la future monnaie mondiale. Parce que la future monnaie mondiale déterminera le gouvernement mondial. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie si... ça sera facile pour eux de dire, regardez, il y a une monnaie mondiale, il faut bien qu'elle soit gérée, contrôlée, donc le gouvernement mondial s'impose. Voilà. C'est un peu comme ça qu'ils ont cru organiser l'Union européenne. Du reste, à partir du moment où ils ont créé artificiellement cet euro pour générer la nécessité d'un gouvernement unifié, etc. Sachant que l'idée de fédération était là dès le départ, et de monnaie, évidemment, également. Alors, de toute façon, ça correspond tout à fait à ce que je disais dans mes émissions, c'est que ce gouvernement mondial était déjà présent par ses corporations, par ses lobbies anonymes, tentaculaires, qui sont les banquiers, Big Pharma et compagnie. Et comment vous positionnez des gens comme Donald Trump, Vladimir Poutine dans ce contexte? Alors, bon, c'est assez compliqué. En fait, il ne faut pas avoir une vision trop manichéenne du problème parce qu'il y a des rapports de force internes aux États qui font qu'il y a des tiraillements qui peuvent faire agir les uns et les autres dans un sens qui n'était pas forcément celui qu'ils auraient voulu au départ. Néanmoins, ce que je constate, et je vais parler plutôt de la Russie, c'est que c'est ce que j'ai expliqué dans mes derniers articles. Je renvoie vos auditeurs aux derniers articles que j'ai écrits qu'ils peuvent retrouver sur le Secker francophone, mais aussi sur Strategica. En fait, en Russie, vous avez deux factions qui s'opposent. Vous avez, et ça date pas d'hier, ça remonte au début du XXe siècle. Vous avez deux factions qui s'opposent. Vous avez une faction patriotique
Et vous avez une faction globaliste. Voilà. La faction patriotique, vous la retrouvez dans l'armée et dans la hiérarchie militaire. Et la faction globaliste, vous la retrouvez dans le gouvernement civil et dans le contrôle du gouvernement civil, qui passe notamment par celui de la Banque centrale. Si on remonte dans l'histoire, ces deux factions existaient, puisque la faction globaliste était représentée par Trotsky, qui voulait voilà, universaliser le processus, donc vraiment globaliser leur système. Et à l'opposé, vous aviez Staline, qui lui s'est positionné, alors peut-être justement par opposition à son ennemi, mais en tout cas s'est positionné de façon très claire du côté patriotique et pour développer l'autonomie de son pays, qui est un vaste pays. On est bien d'accord, on parle de la Russie, c'est le plus grand pays du monde. Donc, si vous voulez, ces deux factions qui existaient au moment de la création du bolchevisme ont continué, se retrouvent aujourd'hui dans l'organisation interne de l'État russe. Et c'est comme ça que vous avez l'armée qui, de façon relativement autonome, agit pour la défense des intérêts patriotiques, même à l'extérieur de son territoire, et à l'intérieur est contrée par cette oligarchie globaliste et apatride qui a les rênes du pouvoir civil, si je puis dire, et monétaire. Donc la Russie est compliquée, Poutine se situe entre les deux. Alors, il y aurait peut-être beaucoup plus de choses à dire sur lui, mais je ne suis pas encore vraiment complètement sûre de mon fait, donc je m'abstiendrai. Je dirais simplement que sa position est difficile et que, quoi qu'il arrive, je vois mal une autre personne tenir cette position très difficile. Parce que ça veut dire que d'une certaine façon, il est un pied dans le camp patriotique et un pied dans le camp apatride, ce qui est antinomique. Donc, d'une certaine façon, chez lui, il y a quelque chose de pas tenable. Sa position n'est pas tenable à terme. Donc, ça, c'est pour la Russie. Je pense que, moi, personnellement, je pense que les pays occidentaux, c'est-à-dire, évidemment, l'Angleterre, enfin, tous les pays européens, les États-Unis d'Amérique et tous les pays satellites, alors je connais moins en détail, mais j'imagine assez aisément qu'il doit en être de la même façon, Australie, Japon, ces pays-là sont pour moi totalement sous contrôle globaliste. Il n'y a pas de contre-pouvoir, puisque les contre-pouvoirs ont été au fur et à mesure du temps happés et ils ne sont pas politiquement organisés. Donc, ils ne sont plus, si vous voulez, visibles. Ils n'ont pas de force politique qui est susceptible de les représenter. Donc, pour moi, ces pays-là sont perdus. Ils ne font pas partie de la guerre entre le patriotisme et… Sauf à considérer que, effectivement, c'est ce que je dis, que les habitants de ces territoires reprennent le contrôle politique de leur gouvernement et de leur organisation étatique, si vous voulez. Mais là, on est dans un autre schéma qui n'est pas celui qui existe actuellement. Pour moi, Donald Trump n'est que la suite logique du contrôle définitif que les globalistes ont pris sur l'État américain au sens large, sachant quand même qu'il y a peut-être plus de contre-pouvoirs aux États-Unis qu'il n'y en a chez nous, parce que vous aviez toute une faction de l'oligarchie américaine qui était américano-centrée. C'est-à-dire qu'ils ont pactisé avec les globalistes sans savoir peut-être exactement à qui ils s'adressaient, ou en tout cas qui ont cru bénéficier et pouvoir les utiliser, et qui se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait doubler. Et ces gens-là, effectivement, donc vous avez la faction patriotique de l'Empire américain qui s'est opposée à la faction globaliste de l'Empire américain. Et c'est comme ça que Dominique Strauss-Kahn est tombé. C'est parce que les patriotes ne voulaient pas que le dollar perde sa suprématie en tant que monnaie mondiale, si vous voulez. Donc, il y a quand même une lutte, mais je pense que la faction patriotique a perdu aux États-Unis. Elle a perdu et elle le sait. Donc maintenant, peut-être qu'elle est prête à tout.
y compris à la terre brûlée, pour ne pas laisser à ses adversaires la moindre miette dont ils pourraient bénéficier. Et si on est dans cette configuration-là, ce dont je ne suis pas certaine, hein, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse quand même relativement réaliste. Si on est dans cette configuration, ça veut dire que l'Union européenne est condamnée. Parce qu'ils feront tout pour faire la terre brûlée, c'est-à-dire pour ne pas laisser un élément essentiel du contrôle global à leurs ennemis. Et on voit comment Trump s'est félicité du Brexit et tout de suite. Oui, mais alors le Brexit, c'est quelque chose de compliqué. Il ne faut pas le Brexit. Alors c'est pareil, c'est toujours je pense, une distinction à faire entre l'apparence et la réalité. Le Brexit a été initié par les banquiers de la City pour pouvoir reprendre justement la main sur cette fonction, sur cette faction patriotique de l'Empire américain qui contrôlait l'Union européenne. Il l'a contrôlée en étant allié à l'époque, hein. De façon à pouvoir avoir les mains libres pour piloter le changement de monnaie mondiale, dont les Américains patriotiques ne voulaient pas, puisque eux, c'est leur suprématie militaire, leur suprématie mondiale passe par le fait qu'ils ont le contrôle de la monnaie mondiale. Donc, si vous voulez, il faut plutôt voir ça comme un jeu géostratégique et comme une avancée des banquiers globalistes pour reprendre en main le contrôle, le pilotage vers une monnaie mondiale viable, hein, parce que moi je l'ai dit depuis le départ, une monnaie nationale ne peut pas être en même temps une monnaie mondiale. Économiquement, ce n'est pas viable parce que ça répond à des contraintes économiques opposées. Donc, tout le monde le savait, que le dollar ne serait pas viable à terme en tant que monnaie. En tout cas, les banquiers ne l'ignoraient pas. Ceux qui n'étaient pas banquiers ont pu peut-être se faire des illusions sur ce phénomène-là. Mais à terme, il était condamné en 1944, quand le dollar s'est imposé en tant que monnaie mondiale, l'économie américaine a été condamnée. Et est-ce qu'on peut dire que du côté des patriotiques, le phénomène Q aux États-Unis est du côté des patriotiques? Alors moi, j'ai beaucoup je suis très sceptique vis-à-vis de ce phénomène-là. Je n'ai pas, comment dirais-je, je ne suis pas convaincue que ce phénomène soit réel et je me demande, je suis vraiment dans l'expectative. Euh, je dirais que je pense, enfin, pour moi, à 60% du processus, c'est comment dirais-je, un écran de fumée pour faire passer, pour donner qui permettra à Trump de lui donner de façon populaire une image positive, lui permettant de faire ces grandes manœuvres géopolitiques au niveau de la monnaie, c'est-à-dire du changement de statut du dollar, dans des conditions en fait faisables, qui orientera, si vous voulez, euh, la mentalité populaire dans son sens, de façon à lui laisser les mains libres en laissant croire qu'il agit pour le bien des Américains. Je ne suis pas convaincue vraiment de la réalité de ce phénomène et en tout cas pas du fait qu'il soit là comme un Zorro qui viendrait défendre les populations. J'ai les plus grands doutes là-dessus. Alors peut-être, j'espère me tromper, peut-être que l'avenir me dira que j'ai eu tort et je le souhaite, à vrai dire, parce que c'est vrai que c'est quand même très encourageant. Mais j'ai vraiment un très grand scepticisme sur ce mouvement. Mmh. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre puisque les élections US arrivent, c'est en novembre. S'il ne se passe rien d'ici novembre au niveau Q, ça veut dire qu'effectivement, c'était un écran de fumée. Les adorateurs de Q, comme je les appelle, moi, avaient déjà annoncé quasiment tout pour le week-end de Pâques. Il ne s'est rien passé. Je les avais prévenus. J'avais fait une émission exprès là-dessus en disant qu'il ne se passera rien. Là aussi, j'ai dit, moi aussi, j'espère me tromper. Hélas, je ne me suis pas trompé. De toute façon, on verra. Maintenant, on s'avoisine contre un simili-match Trump-Joe Biden qui est déjà gagné d'avance pour Trump. Ouais, bon, ça c'est. Enfin, là, je veux dire, on est dans comment dirais-je, dans le théâtre de nous, quoi. C'est vraiment un jeu de théâtre. C'est un théâtre qui nous est proposé.
pour nous faire adhérer à un système dans lequel on est perdant, pile il gagne et face on perd. Donc on est perdant à 100% dans ce système-là, puisque ce système n'est pas fait dès le départ pour organiser politiquement la société. C'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message au départ. J'espère que je me suis expliqué clairement. Ce n'est pas toujours facile parce que ce sont des concepts relativement abstraits, mais il est important de comprendre qu'aujourd'hui, le phénomène, le fait économique a pris le pas sur le fait politique. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que le fait politique n'existe pas, tout simplement, parce que le phénomène politique est bien au-delà du simple fait économique. Le phénomène politique doit englober le phénomène économique, mais ne s'assimile pas au phénomène économique. C'est aussi bien davantage essayer de faire régner la bonne, comment dirais-je, l'entente la plus sereine possible entre les habitants, enfin, entre une population. Et, enfin, vous voyez ce qu'il y a derrière. C'est le phénomène politique a des contraintes bien supplémentaires que celles d'organiser l'intérêt particulier d'un petit groupe d'individus. C'est pas ça la politique. Donc la politique a disparu. Et dans nos pays, c'est devenu quand même relativement flagrant maintenant. Mais ça existe depuis longtemps, en fait. C'était caché, mais c'était déjà là. Et les choses n'arrivent pas par hasard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous constatez un problème à un moment, les racines du problème sont bien antérieures en réalité. Maintenant, je me pose quand même une question, parce qu'au niveau patriotique, chaque militaire de chaque pays, c'est des patriotes. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour se battre pour son drapeau, pour aller faire la guerre. J'ai envie de vous répondre, ça dépend du statut hiérarchique qu'il a. Oui. Alors, c'est-à-dire, plus il est élevé, moins il est patriote, c'est ça? Bien entendu, parce qu'à partir du moment où les hauts grades sont cooptés, enfin sont choisis par le phénomène politique, il est bien entendu qu'ils sont là pas pour défendre les populations, mais pour défendre ceux qui les ont cooptés. Et donc, alors, ils peuvent rester avec une certaine petite fibre indépendante, mais ils sont institutionnellement tenus, si vous voulez, ce qui en fait des gens pas fiables pour défendre une nation. Voilà. En revanche, les grades inférieurs, et ceux qui n'ont pas courbé trop les chines, ceux qui ont accepté de ne pas courber les chines pour monter dans la hiérarchie, ceux-là sont évidemment du côté des populations. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis effectivement, l'autre incertitude, c'est comment va réagir le peuple. Parce que moi, je le répète souvent, hein, on est dirigé par un système pyramidal, eux, ils sont tout en haut de la pointe de la pyramide. Mais si le peuple en masse se soulève, ils sont rien du tout. Bah, justement, c'est un des sujets et bon, c'est ce qui m'a fait dire que, en effet, cette pandémie est arrivée, enfin en tout cas en France, à brûle-pourpoint, pour ressouder les troupes populaires derrière la tête artificielle qui lui est imposée, ou la tête qui lui est artificiellement imposée. Donc, les deux sont valables. Effectivement, ça c'est le sujet et c'est le vrai sujet politique actuel. C'est est-ce que les peuples vont se réveiller de tout le conditionnement dans lequel ils ont été entraînés depuis, c'est pas des dizaines d'années, hein, c'est des centaines d'années. Est-ce qu'ils vont comprendre que leur système politique n'est plus viable, qu'il n'y a rien à en sauver et qu'ils peuvent être capables tout seuls de s'organiser de façon beaucoup plus efficiente pour le bien commun, c'est-à-dire de façon politique. Voilà. Ils peuvent reprendre en main leur identité politique, mais ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation dans le sens où ça demande aux gens d'accepter qu'ils aient été trompés, qu'ils se soient trompés eux-mêmes. Et c'est le plus difficile. C'est que vous pouvez difficilement convaincre quelqu'un que pendant plusieurs générations, tout le monde était dans l'erreur. Donc, la réalité, c'est que c'est un combat de chaque individu contre lui-même. Et c'est ce combat-là qui est le plus difficile à mener, puisqu'il nécessite d'ouvrir les yeux et de se comment dirais-je, de se réveiller. En fait, c'est comme si on avait été dans un rêve, de se réveiller, de voir la réalité en face et après d'avoir du courage.
Donc, d'abord se réveiller, ensuite être capable de voir, de prendre de face une réalité qui est quand même dure, qui est une réalité de lutte et relativement violente, et ensuite d'avoir le courage de lutter. Ça demande beaucoup si vous voulez, ça ne peut se faire que par étapes. Et c'est vrai que peut-être que de ce point de vue-là, je dirais que la gestion de la pandémie par ce qui sert de gouvernement à la France peut avoir un rôle non négligeable d'éveil des populations et de prise de conscience de la réalité. Voilà. Après, il faudra le courage. Ça, Et des fois, on a des surprises du peuple, parce qu'en même temps que on enregistre cette émission, j'ai su que déjà à Berlin, les gens sortaient dans la rue, défiaient la police et les militaires, assez en masse quand même. Donc c'est un petit, pour l'instant c'est petit. Berlin, bon, c'est une ville jeune. Ils ne seront pas trop derrière TF1 et BFM, les TF1 et BFM allemands. Mais quand même, il y a une prise de conscience assez forte que peut-être que le haut de la pyramide n'a pas vu, même s'il essaye de contrer ça un peu partout maintenant, en parlant de revenu universel. oui, bah, bien entendu, mais en même temps, je vais vous dire, à partir du moment où vous organisez un collapse économique, le revenu universel s'impose parce que votre population va tomber dans une misère tellement évidente que si vous imposez le revenu universel, vous passez pour un sauveur. Voilà, tout le danger est là. En réalité, bon, si on regarde objectivement, je dois dire que ce Covid-19 n'est quand même pas la peste noire qui a décimé 50 ou 60% de la population au Moyen Âge. On en est loin. Et pourtant, les effets qu'on nous impose pour se protéger de ce virus vont avoir pour effet le collapse économique. Et le collapse économique va générer beaucoup de morts, beaucoup plus que le Covid à terme. Évidemment, comme ce n'est pas visible immédiatement, les gens ne le considèrent pas, ne le prennent pas en considération. Mais c'est une question de cause et d'effet. À partir du moment où vous avez 50% de la population ou je ne sais pas combien de pourcentage qui va tomber dans la misère, leur proposer un revenu universel, c'est vous passer pour le sauveur. C'est exactement ce que Lucien Soris disait, c'est le système du banquier, du pompier, par exemple, pardon, j'ai fait un lapsus révélateur, du pompier pyromane. C'est-à-dire que vous organisez l'incendie et puis après, vous venez arriver en sauveur pour l'éteindre. Donc, effectivement, c'est toute une prise en charge individuelle de comprendre en fait le processus dans lequel on est intégré. Et le revenu universel est évidemment une façon de tenir les gens, puisque votre revenu ne dépendra pas de votre activité, mais elle dépendra de la volonté d'un tiers qui vous échappe de continuer ou pas à vous verser des sommes qui vous permettront de survivre ou de vivre plus ou moins décemment. Donc, vous faites l'abnégation, vous anéantissez votre propre action sur votre propre vie, enfin vos propres possibilités d'action sur votre vie. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Tous les peuples qui ont abandonné un peu de liberté au profit d'un peu de sécurité perdent l'un et l'autre, et ils le méritent. Donc, il faut bien sûr que les gens comprennent qu'il y a des enjeux économiques, sociologiques et politiques majeurs derrière l'organisation d'un collapsus économique. Néanmoins, je dois dire que ce collapsus économique, de toute façon, est écrit. Et il n'est pas c'est pas le Covid-19 qui va le réaliser. Ça va être le Covid, si vous voulez, va apparaître comme un écran, comme une cause essentielle, alors qu'en réalité, ça relève plus c'est pareil, d'une création artificielle pour cacher quelque chose qui était inéluctable. De toute façon, le problème du collapsus économique aujourd'hui, il est inéluctable. Les économies, en tout cas dans nos pays, ne tiennent que par la volonté absolue des banques centrales d'injecter des masses et des masses monétaires. Mais cette volonté-là, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, en fait, les économies et la réalité de la richesse des populations ne dépend que d'une chose, de la volonté des banquiers centraux. Et effectivement, il va être facile pour eux de prendre prétexte de cette pandémie
pour dire c'est pas nous, c'est la pandémie, regardez, ça a fait arrêter l'économie. Mais c'est pas vrai. L'économie, elle est sous perfusion monétaire depuis aujourd'hui, depuis 2009, depuis 2008. Hein. Donc, en fait, le système n'était pas viable et il est possible que cette pandémie soit mise en avant comme une cause du collapsus économique, alors qu'en réalité, ça ne sera pas la vraie cause. Et ça, c'est dangereux. Effectivement, il vaut mieux en prendre conscience. Eh oui. Puisque les gens vont… il faut absolument éviter de prendre son bourreau pour son sauveur. Parce que là, c'est la manipulation ultime et on arrive dans le syndrome de Stockholm. Ça ne se finit pas bien pour les gens. C'est ce que je fais depuis 2 mois. J'essaye d'avertir les gens que les conséquences seront bien plus terribles que ce Covid. Hier, j'ai encore fait une émission démontrant qu'il y avait beaucoup moins de morts la première quinzaine de mars qu'en 2019, la même quinzaine et 2018, et que sur la totalité du mois de mars 2020, il y avait moins de morts que sur la totalité du mois de mars 2018. Donc Raoult a raison quoi, quand il dit attendez, chaque année en France, il y a 60 000 morts par infection des voies respiratoires dues à des virus divers et variés. On n'a jamais fait un décompte morbide par jour, quoi, hein. C'est important de montrer ça aux gens pour qu'ils comprennent que les conséquences économiques qui suivront, si vous voulez, ont été artificiellement calquées sur ce système de pandémie. Tout est artificiel en réalité. Et pour montrer l'artificialité, effectivement, ce que vous faites est très important. Maintenant, il faut aussi montrer l'autre partie du tableau, qui est que le système économique actuellement en vigueur en Europe et dans le monde, généralement dans le monde, du fait du dollar monnaie mondiale, de toute façon, c'est voué au collapse. Il n'est pas viable, quoi qu'il arrive. Pandémie ou pas pandémie, ce système s'écroulera. Voilà. Et ça, c'était prévisible, je vous dis même en 1944. C'est la raison pour laquelle Keynes ne voulait pas ce système, il voulait un panier de monnaie. Et là, on s'y achemine vers le panier de monnaie de Keynes. Mais bien entendu, ce n'est toujours pas en faveur des populations, puisque c'est toujours les banquiers qui contrôlent ce système. Donc le sujet, c'est de reprendre politiquement le contrôle du signe monétaire pour pouvoir après élaborer un processus politique intègre. Mais Valérie, tous les États sont endettés, ils doivent des milliards et des milliards et des milliards. On les doit à qui? On les doit aux banques. Qui c'est qui prête aux États sont les banques. Donc, qui détient les bénéfices de ces milliards sont les banquiers. C'est toute comment c'est toute la subversion. Enfin, c'est tellement énorme que les gens ne peuvent pas s'en rendre compte. Mais je dirais que jusque dans la fin des années 60, en France, on avait repris un contrôle pas total, mais quand même relativement dominant du fait monétaire. Et c'est ce qui explique qu'on a pu retrouver une certaine indépendance politique alors que nous avions été ruinés par la guerre. On a mis 15 ans, 10-15 ans à se remettre et on a pu reconstruire des routes, construire des réacteurs nucléaires, construire des centrales nucléaires. On a pu retrouver une indépendance parce que nous avions retrouvé le contrôle de notre monnaie. À partir du moment où ce contrôle a disparu, notre indépendance politique a disparu également. Et c'est la raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui. Et c'est parce que l'indépendance politique avait disparu en interne en France qu'on a eu, et en interne en Allemagne, en interne en Italie, en interne partout, dans tous les États européens, que le processus européen a pu être mis en œuvre. Il faut bien comprendre que c'est un enchaînement. Donc, bon, je ne sais pas trop comment vous… comment expliquer les choses. Je ne sais pas si mon message arrive à bien passer. Oui, progressivement, Valérie, vous savez, c'est progressif. Moi, tout le travail que je fais, c'est pas pour convaincre 30% de la population. Il faut que les gens prennent conscience, en fait, que l'apparence est toujours opposée à la réalité. Dans le monde dans lequel nous vivons, les apparences que l'on nous propose sont contraires aux réalités. C'est-à-dire qu'elles sont diamétralement opposées et elles sont là comme un écran de fumée, pour nous créer une réalité virtuelle. On vit dans une réalité virtuelle.
Bon, Les processus politiques ne sont pas ce que l'on croit, les processus démocratiques ne sont pas ce que l'on croit, les processus financiers, monétaires et économiques ne sont pas ce que l'on croit. on peut peut-être pour les auditeurs donner deux exemples. Le premier, hein, et je vous laisse parler, c'est les pandemic bonds. Donc des pandemic bonds qui avaient été créés justement en vue d'une pandémie où les États devaient mettre de l'argent, où ils rémunéraient les banques à hauteur, avec des gros chiffres, hein, je ne sais plus combien, c'est des taux d'intérêt énormes. Et à la fin, eh ben, s'il y avait une pandémie, ces pandemic bonds servaient à sauver les pays. Les États ont toujours versé des sommes folles et ces pandemic bonds n'ont jamais été mis en œuvre, même pas maintenant. Oui, ben, évidemment. Enfin, si vous faites quelques recherches sur la Banque mondiale, vous vous rendrez rapidement compte, et encore, il y a eu un scandale il n'y a pas plus de quelques semaines là, qui démontrait qu'il y avait un parallélisme tout à fait frappant entre l'argent qui devait être affecté aux pays les plus pauvres et l'argent qui entrait dans le flux des paradis fiscaux. Et les pays les plus pauvres ne bénéficiaient pas de cet argent. En fait, la Banque mondiale est une vaste escroquerie politique qui consiste à faire transiter des sommes folles vers l'anonymat, en fait. Hein. Il faut être clair. Donc, on met en avant les bons sentiments pour organiser une réalité différente. On en revient toujours à l'apparence et à la réalité. Les bons sentiments sont toujours mis en avant, proposés aux populations de façon à faire en sorte de recevoir leur adhésion. Il est plus facile d'agir avec l'adhésion populaire que sans consentement populaire. Donc, c'est une dialectique qui consiste à nous extirper un consentement artificiel, nous extirper artificiellement notre consentement pour un système qui nous brisera, pour instaurer un système qui nous brisera. Et la Banque mondiale, enfin les scandales qui émaillent la Banque mondiale depuis toujours sont énormes, énormes. Conflits d'intérêts en tout genre, trafic d'influence, trafic financier. Bon, je veux dire, cette organisation, c'est vraiment, c'est vraiment comment dirais-je, la cerise sur le gâteau. Tout à fait. Et le deuxième exemple qu'on peut donner, c'est l'Italie, hein, qui déjà a été ruinée en acceptant l'euro, ruinée par l'Allemagne, parce qu'Helmut Kohl voulait absolument que la lire italienne rentre dans l'euro, sinon il n'y aurait pas d'euro, mais il savait pourquoi il disait cela. L'Italie, elle a eu de l'aide de qui? De la Norvège, qui ne fait pas partir de l'Europe, de Cuba, qui ne fait pas partir de l'Europe, de la Russie, qui ne fait pas partie de l'Europe, de la Chine, qui ne fait pas partie de l'Europe, et zéro aide de l'Europe. Donc là, en Italie, il y a des scènes où on brûle les drapeaux européens qui sont à côté des drapeaux italiens. Je crois qu'eux viennent de comprendre. Et puis surtout, la mise en place de ce fameux mécanisme européen de stabilité qui semble aussi encore une vaste escroquerie. Ah oui, non, mais alors là, mécanisme européen de stabilité, c'est le libre cours à l'endettement ultime. C'est-à-dire que les États vont continuer à s'endetter massivement au profit des banquiers et tout le monde devra, enfin, tout le monde, attention, les populations, c'est la collectivisation des pertes et la privatisation des bénéfices. Hein. On est bien dans ce cadre-là. Là, c'est fait à un niveau. Les États sont autorisés à s'endetter collectivement de façon considérable. Je n'ai plus le montant en tête, mais j'ai travaillé sur le MES, j'ai fait des conférences là-dessus. Les montants sont considérables, sachant que ce sont les États qui s'endettent, donc les contribuables qui seront sommés de rembourser, sachant que les dettes ne sont pas remboursables déjà à leur niveau actuel, hein, pendant que les banquiers continueront de toucher les intérêts, n'est-ce pas? Donc non, ce mécanisme européen de stabilité est une vaste escroquerie universelle, enfin, comme tous les mécanismes financiers actuellement. Hein. Je dirais, c'est toujours le même système qui se met en place et on cache la misère populaire par des bons sentiments de solidarité apparents. Alors, c'est toujours l'apparence et la réalité, vous voyez. Alors, le MES est une escroquerie, mais l'Union européenne en elle-même est une escroquerie. Ça a été l'organisation
de la colonisation du territoire européen par l'empire dominant qui était l'empire américain et à l'époque anglo-américain, puisque il ne faut jamais oublier que dans ce système de colonisation, les deux partis patriotiques et globalistes de l'empire américain avaient partie liée, étaient d'accord pour nous mettre en esclavage, mais qu'aujourd'hui, ces deux partis-là se sont dissociés. Donc, ça crée aussi des tensions dans leurs fruits, si vous voulez. À partir du moment où c'est comme un divorce, les enfants sont tirés d'un côté ou de l'autre, c'est compliqué. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que les États européens ont été conquis. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a pu avoir lieu. C'est une conquête intégrale, politique, économique, monétaire, culturelle, et que dans ce cadre-là, il n'y a pas de solidarité possible. Si vous voulez, la solidarité, pour faire émerger une solidarité, il faut qu'il y ait une volonté souveraine, il faut qu'il y ait une vraie volonté. Là, la souveraineté, elle appartient à l'extérieur. Elle n'est pas, si vous voulez, elle n'appartient pas aux gens qui vivent sur ce territoire. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de possibilité de prendre des décisions et encore moins de solidarité. Alors, on peut parler de solidarité des banquiers, celle-là, elle est tout à fait légitime. Elle existe et très, très solide. Mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand vous voyez la Grèce, les banquiers se sont solidarisés. De la même façon qu'avec la BRI, les banquiers se sont solidarisés. Donc, les banquiers français se sont solidarisés avec les banquiers allemands, avec les banquiers britanniques. Et ceux qui mènent la danse et qui décrètent les règles du jeu, c'est effectivement les banquiers britanniques de la City. Mais si vous voulez, tout est fallacieux. On ne peut pas parler de solidarité dans un contexte où la volonté n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et puis l'autre exemple, pour essayer d'éveiller un peu plus de monde, c'est quand on entend notre président dire qu'il distribue des milliards et des milliards à gauche, à droite, c'est des cadeaux qu'il fait aux banques, d'abord. C'est cocasse, bien sûr, c'est grotesque. Quand on voit où en est le déficit de la France, enfin, c'est juste... on se demande en fait comment les gens peuvent encore croire à ce genre de baratin. Enfin, c'est juste impensable, quoi. C'est tout à fait ça. Mais maintenant, on parle déjà, évidemment, d'impôts, impôts Covid, on parle de contrat. Oui, il y avait eu l'impôt sécheresse, souvenez-vous, en 1976, je crois. Là, on va avoir l'impôt Covid, mais les Français sont rétamés, enfin, à part maintenant revenir sur le droit de propriété, ce qui est en cours, et déjà avant le Covid. Hein. Donc, c'est toujours pareil. Le Covid va être un accélérateur de particules, va agir comme un accélérateur de particules. Vous aviez les tendances lourdes qui étaient là, et le Covid va intervenir, en tout cas va être manipulé par ceux qui contrôlent le système pour accélérer le mouvement de destruction créatrice. Voilà. Parlez-nous un peu de ce droit de propriété. Il est en voie de disparition, en fait, par tout un système qui est un système à la fois étatique et économique. C'est-à-dire que par le biais de l'accroissement du taux d'imposition, par le biais des contraintes réglementaires, par le biais par tout un tas de schémas, la propriété est attaquée, le droit de propriété est attaqué. Mais ça restait, si vous voulez, pas théorique, c'est-à-dire que c'était factuel. La propriété était attaquée dans les faits, mais pas théoriquement. Le concept de propriété et de propriété plénière restait. On a assisté ces dernières années. Alors, il y a eu déjà la premier phénomène lancé comme ça pour tester la population, qui a été de dire c'est pas juste, les propriétaires devraient payer un loyer puisqu'ils ne sont pas du coup sur le même pied d'égalité avec un locataire, etc., etc. C'est oublier un peu vite que pour être propriétaire, il faut soit s'être endetté, soit avoir économisé de l'argent. Donc, c'est aussi le résultat d'un effort. Il n'y a pas de raison de privilégier les gens qui ne font pas d'efforts par rapport à ceux qui font un effort d'économie, etc. Bon, ça, tout ce discours, tout ce background, tout ce contexte est écarté pour mettre en avant la prétendue, comment dirais-je,
injustice que révélerait le droit de propriété. On a pu trop parler de cette histoire-là. Et puis alors, je crois que c'était en novembre de l'année dernière, un projet de loi, une proposition de loi est sortie au Parlement. Je crois que c'est du reste une proposition de loi, donc émanant de députés, qui disait que non, là, vraiment, les prix de l'immobilier, en particulier en zone urbaine, étaient tellement hauts que pour favoriser l'accession à la propriété, et ben, il va falloir s'occuper de ça, faire quelque chose pour aider les gens. Et donc, on va scinder, on va rompre la plénitude du droit de propriété en séparant le droit du sol du droit du bâti. Donc, si vous voulez, vous aurez le droit du sol qui appartiendra donc à des… Comment ils ont… Ce sont des offices fonciers libres. Alors, libre, c'est… Quand vous voyez apparaître le mot libre ou le mot démocratie dans un intitulé, tout de suite, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, hein, parce que ça veut dire que c'est exactement l'inverse qui est en train de se mettre en jeu. Donc, ces offices fonciers libres seront, dans un premier temps, sous contrôle étatique, mais comme on sait que l'État entièrement est sous contrôle privé, de toute façon, ça ne tiendra pas longtemps. Et on verra apparaître des entités privées importantes, comme des multinationales, qui prendront le contrôle de ces offices fonciers libres. Donc, ces offices fonciers libres garderont la propriété du sol, qui, en zone urbaine, est le plus important, parce que ce n'est pas la construction, les briques qui ont été mises les unes au-dessus des autres qui font la valeur de votre appartement dans le 8e arrondissement parisien, par exemple, hein, ou le 16e, ou le premier. C'est la localisation géographique. Donc, la valeur restera celle du sol. Et quant aux heureux propriétaires du bâti, ils auront à charge d'entretien, évidemment, des locaux. Donc, l'entretien qui est beaucoup plus conséquent sur le bâti que sur le sol, on est bien d'accord là-dessus, alors que la valeur essentielle leur échappe, et que, effectivement, les prix seront un peu divisés au départ, mais comme ça reste sur le marché, rien ne garantit que le prix du bâti ne retournera pas au sommet qu'il avait quand il était en plénitude de propriété avec le sol. Donc, en fait, tout ça est une vaste escroquerie pour générer finalement un loyer à vie des heureux propriétaires du bâti vis-à-vis des malheureux propriétaires, je fais exprès d'en rajouter un peu, vis-à-vis des propriétaires éternels du sol. Ah oui. Voilà, donc, on retourne à un système de servage et de domination financière apparent, finalement. Hein. Voilà. Les terres appartiennent au roi, le paysan a le droit de cultiver pour le roi. Oui, enfin, sauf que ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai, c'est que le roi n'était pas propriétaire, vous aviez les grands seigneurs, donc il y avait toute une organisation féodale qui fait que le roi avait beaucoup, beaucoup moins de pouvoir que n'en a actuellement un président de la République. Et les choses étaient beaucoup moins centralisées, qu'on veut bien le dire. Et puis, j'insiste beaucoup là-dessus, le système monarchique était structurellement beaucoup plus démocratique que ne l'est le système de représentation euh, populaire, le système de parlement représentatif dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que tous les contre-pouvoirs ont été absorbés par le pouvoir économique actuellement, donc c'est un pouvoir hégémonique, alors qu'en période de monarchie, vous aviez une organisation structurellement axée autour du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel qui était hiérarchique et qui avait des pouvoirs normatifs qui se faisaient face et qui se contrôlaient l'un l'autre. Vous comprenez, c'était structurellement contrôlé, sous contrôle en fait. Ça empêchait des dérives trop virulentes dans un sens ou dans un autre. Le pouvoir temporel a été peu à peu infiltré de l'intérieur par les banquiers et le pouvoir spirituel a été mis à bas d'une façon générale au moment de la Révolution française parce que effectivement c'était le contre-pouvoir qui existait et qui gênait l'accession au pouvoir absolu des banquiers. C'est ça. Valérie, vous avez un énorme défaut, c'est que vous accélérez le temps, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on discute, et moi j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on vient de commencer, un truc de fou. Moi, je pourrais vous écouter des heures et des heures. Et donc, vous savez que quand quelqu'un voit une émission de 2 heures, 3 heures, il ne clique pas, il ne va pas la voir. Et moi, j'ai envie de vous réinviter. Je pense que l'actualité va faire que
Vous serez toujours la bienvenue sur ma chaîne. Vous avez tellement de choses à dire, hein, c'est juste hallucinant. Donc, un petit message de conclusion pour les abonnés, ne perdez pas espoir. Non, 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 surtout, soyez courageux. Soyez courageux. Voilà, Soyez courageux et acceptez la réalité. c'est ça. Et donc, Valérie, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. À bientôt, Sylvano. Merci beaucoup. Et donc, je mets les liens de votre éditeur pour vous commander les livres, parce que ils sont chez votre éditeur. Et puis, si vous pouviez, je vais aussi mettre les liens que de vos conférences, des sites que vous avez cités, la Stratégica, Le séqueur francophone. et moi, je les mettrai dans le descriptif de l'émission. D'accord, super. Bah, merci beaucoup. J'espère que j'étais un peu dans le coltard ce matin. Je suis désolée, une insomnie cette nuit, donc j'ai perdu un peu mes mots. J'aime bien parler de façon précise et là, voilà. Vous avez été parfaite. C'est trop gentil. Vous êtes indulgent. Ce que je ne suis pas toujours moi-même. Merci. Et mes auditeurs, bye bye. À la suivante. À la bise. Merci, au revoir.